c'est la pièce maîtresse de toute réforme. Quelle que soit la réforme qu'on fait, l'enseignant est la pièce maîtresse. D'abord, il faut qu'il y ait une formation adéquate et au temps opportun. Il faut mettre à sa disposition un livre. Le livre du maître, il est très important. On a tendance à l'oublier. Un livre spécialement pour le maître. Il ne faut pas que l'élève et l'enseignant aient le même livre. Bien sûr, avant on le faisait, ils ne le font plus. Et d'ailleurs, je pense parmi les points où on n'a pas presque très bien réussi par la réforme de 2003, c'est ça aussi. On n'a pas préparé les enseignants. Pour parler, bien sûr, je pense, Madame la Ministre, avec les réformes qu'elle a entamées, bien sûr, elle a pris en considération toutes les réformes qui ont été déjà faites, et c'est très important pour ça. Je pense, le plus important dans ces réformes, il faut, je pense, une évaluation sincère. Les points positifs, il faut les renforcer. Les points négatifs, il faut, je pense, il faut les améliorer, il faut les corriger. Et je pense que c'est ça le plus important. Il ne suffit pas, par exemple, de critiquer telle ou telle réforme sans donner la réponse adéquate, bien sûr, ou corriger l'erreur qui a été faite. Moi, j'insiste d'abord, pour quelle que soit la réforme, moi j'insiste en tant que syndicaliste sur l'être humain. L'être humain, la formation. La ressource humaine, oui. La ressource humaine, c'est la plus importante. Quels que soient les livres qu'on met à la disposition, si on n'a pas un enseignant qui est bien formé, ils ne peuvent pas communiquer avec ses élèves. Et je pense, on parle beaucoup plus de la formation. Nous, on a toujours préconisé pour récupérer les ITE qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur pour qu'on puisse faire la formation continue des enseignants. Et aussi, et vous l'avez dit, je pense, pour les recrutements, et c'est bien dommage de le dire aussi, ceux qui ont recruté, ils sont prédisposés à enseigner parce qu'ils n'étaient pas, au départ, ils n'ont pas été formés pour un enseignement. On les met directement le premier jour, directement avec les élèves. Ils ne sont pas formés en pédagogie, en psychologie. Des fois, ils n'arrivent même pas à maîtriser une classe. Comment est-ce que vous pouvez qu'ils puissent communiquer et donner un enseignement aux élèves? D'abord, c'est à cause de ça qu'on dit il faut quel que soit les programmes. Nous, en tant que syndicat, quand on demande à être associés, c'est pas dans un but de gérer. Nous, on ne gère pas. C'est le ministère. C'est de donner peut-être nos expériences au niveau du domaine de l'éducation. On est enseignant, on est toujours en contact avec les élèves, avec les enseignants, pour essayer d'améliorer. C'est vrai, les programmes, les livres, je pense qu'ils sont prêts, mais je peux vous dire que, je m'excuse de le dire, aucun enseignant n'est au courant de ce qui se passe. Généralement, on prépare un enseignant au nouveau programme. Vous voulez dire que vous ne savez rien du tout sur le contenu du programme qui va être proposé en début de saison? Ah oui. Aucun enseignant. Nous, en tant que responsables qui sont presque en coordination étroite avec le ministère, on aurait aimé au moins les axes. Quels sont les axes? Quels sont pour préparer aussi les enseignants? Les enseignants, il faut qu'ils soient pris. C'est vrai, je pense ils ont dit qu'à partir du mois d'avril, mais je sais, on va être pris par le temps parce que c'est un nombre très important, surtout première année primaire et deuxième année primaire, et première année moyenne aussi, c'est un nombre important. C'est dans ce sens qu'on essaye avec le ministère pour qu'on le mette au courant. Quand on parle en tant que partenaire social, il faut qu'on soit un partenaire social à 100%. Alors, vous me relancez sur la question des nouveautés qu'il y a dans les manuels scolaires pour la rentrée 2016 et 2017. Monsieur Mseghem, vous venez d'écouter la question de Monsieur Farhad Chabbakh. On connaît. Est-ce qu'il y aura vraiment un changement radical et sur quel plan? Non, je voudrais reprendre un point important, celui de l'information des enseignants au nouveau programme. La Commission nationale des programmes, qui a la responsabilité d'élaborer ces nouveaux programmes depuis le début des années 2000, a élaboré ces programmes et est en train d'informer wilaya par wilaya sur ces programmes. Elle est à 60% de formation des enseignants concernés. Vous avez 60 000 enseignants concernés par le primaire, entre la première année et la deuxième année. On est à 60%. Pour le moyen, vous avez 140 000 enseignants, professeurs concernés par l'information sur les nouveaux programmes. Il y a eu une première session, il y a eu une deuxième session faite par la Commission nationale des programmes.
Elle est en cours de faire la 3e session. Donc, à la fin du mois d'avril, tous les enseignants, tous les inspecteurs, tous les chefs d'établissement, qui sont au nombre de 16 000 au primaire, tous les inspecteurs de l'administration du primaire et tous les inspecteurs du collège seront informés des programmes avant la fin du mois d'avril. D'ailleurs, prochainement, la semaine prochaine, il y a une opération d'information où les syndicats seront invités. La Commission nationale des programmes va faire une communication sur les nouveaux programmes pour les syndicats, parce qu'il y a un calendrier qui est très chargé. Ces nouveaux programmes, quelle est leur nouveauté? C'est cette question que je voulais aborder. Ce qui nous intéresse surtout, voilà. Quelles sont les nouveautés dans ce nouveau programme? D'abord, comment ont été conçus les anciens programmes? Elles ont été conçues sous forme de disciplines cloisonnées, qui n'avaient aucun contact l'une avec l'autre. Pour le même enseignant, imaginez un enseignant du primaire qui vous enseigne 6 à 7 matières et qui ne coordonne pas entre les disciplines. C'est-à-dire, la langue arabe, elle est enseignée pour elle-même, alors c'est la langue des autres disciplines. Mais il n'y avait pas d'interdisciplinarité entre ces différentes matières. Au niveau de la terminologie, il suffisait de passer d'une matière à une autre pour que toute la terminologie adoptée pour la pédagogie change. Donc ce qui fait l'enseignant se trouvait avec un foisonnement de termes souvent contradictoires, parfois qui avaient le même sens, mais dont l'enseignant n'avait aucune idée. Dans les nouveaux programmes, comment ils ont été conçus? D'abord, nous avons épousé une approche qui est actuellement adoptée dans le monde entier, ce qu'on appelle l'approche curriculaire. On est passé par une approche disciplinaire à une approche curriculaire où on cible, par exemple, au primaire, en fin de 5e année, quelle est la compétence terminale en arabe que nous voulons atteindre? Je vous donne un exemple. L'élève doit être capable de produire, je prends en arabe, de produire un texte oralement ou par écrit de type narratif, descriptif, argumentatif, prescriptif, en partant d'un support donné, que ce soit une image, que ce soit un fait réel, un fait fictif. Donc la compétence langagière, c'est de produire un texte, soit oralement, soit chose qui n'a jamais été mise en œuvre. On se retrouve en évaluant les compétences de nos enfants en langue arabe. Nous constatons qu'à travers le territoire, il y a un grand déficit dans la langue arabe en tant que langue de communication. Elle est travaillée en classe comme matière, sur le plan de la conjugaison, sur le plan du lexique, mais elle n'est pas développée comme langue de communication. Donc, si on a bien compris, c'est cet aspect nouveau. En termes de grammaire, par exemple, parce que vous avez cité la grammaire, donc l'élève, quand il arrivera en 5e année, il sera plus performant en grammaire arabe. Il sera plus performant en communication. Il saura rédiger un texte, s'exprimer correctement. Sans erreur, sans faute. Sans erreur. On peut mettre des critères en acceptant des marges d'erreur, mais il sera capable de communiquer, soit oralement, soit par écrit. Rédiger un texte, écrire une lettre, faire un résumé, faire un commentaire. En mathématiques, la même chose. Il apprend des règles de calcul, mais au niveau de la résolution de problèmes, il y a des difficultés. Au niveau d'un phénomène historique, ou bien en éducation civique, que fait l'enfant en éducation civique? Il apprend des résumés. Que fait l'enfant en éducation islamique? Il apprend des résumés. Donc nous voulons passer de la mémorisation qui a actuellement aggravé le climat de stress au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau de la société. Nous voulons passer d'un système où la mémorisation sera réduite, mais nous développerons vers un élève qui réfléchit les capacités supérieures, où il sera capable d'analyser, de critiquer, de donner son point de vue, etc. C'est cette façon de faire à laquelle nous voulons y aller. Alors, on écoutera M. Chefla, représentant des parents d'élèves, toujours autour de l'école, des programmes, de la pédagogie. Qu'est-ce que vous avez proposé? Alors, je présume que vous avez assisté à des réunions